Salutations amis fans du Démon Cornu et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com. Émission consacrée donc oui au 5e et dernier numéro de la série BPRD Hell on Earth The Return of the Master, et du coup également émission consacrée au dernier numéro de l'ongoing BPRD de l'année, parce que oui, nous sommes le 20 décembre 2012, veille de la fin du monde annoncée par je sais pas qui, par les Mayas, par les Incas, par les Aztèques, ou bien par l'équipe marketing du film 2012. On ne sait plus, on est un petit peu perdu, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc dernier numéro, oui, de l'année. Alors du coup, bilan. Ah bah oui, bilan sur le numéro en lui-même. Bilan sur la série Hell on Earth, The Return of the Master. Et puis également bilan sur l'année, une année de publication. Alors, est-ce que l'enfer est bel et bien arrivé sur Terre comme nous l'avait promis Dark Horse en début d'année avec sa superbe tagline commerciale It's all going to hell? Rappelez-vous de cette campagne marketing savamment menée par Dark Horse. Oui, l'enfer sur Terre est bien arrivé, mais cela ne s'est pas fait ou ne se fera pas plutôt sans, on va dire, perte et fracas, que ce soit aussi bien pour la Terre dans le monde du BPRD que pour le lecteur qui, sur une année, aura quand même eu un petit peu mal au cul. On va voir tout ça au cours de la vidéo. Donc alors, petit tour du propriétaire avant de commencer. Donc la couverture, la voici, le numéro, le voilà. C'est toujours donc scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi. C'est toujours dessiné malheureusement par Tyler Crook. C'est toujours colorisé heureusement par Dave Stewart. Et c'est toujours coverisé par Ryan Sook, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que oui, il y en a une, il y a des anecdotes partout avec ce numéro. La couverture en question existe en deux versions, on va dire. À l'époque, il y a peut-être 3-4 mois, lorsque Dark Horse avait balancé ses sollicitations du mois de décembre, et qu'ils avaient donc dévoilé la couverture de ce numéro-là, cette couverture, en fait, avait un petit truc de changer, c'est-à-dire que le visage du bonhomme qui apparaît sur la couverture n'était pas là, était absent, il n'y avait pas de visage, c'était donc un individu anonyme, pris entre le logo des nazis et l'Ogdru-Jad, les 7 dragons maléfiques. Et c'est seulement 2 semaines avant la sortie de ce numéro, donc il y a 2 semaines, que Dark Horse a dévoilé le poteau rose, la manipulation des esprits, en donc annonçant que la couverture était donc entre guillemets censurée et qu'il dévoilerait bientôt la couverture définitive. Et donc, tadadin, la voici. Ce qui manquait, c'était donc le crâne du bonhomme, parce que oui, forcément, s'ils avaient dévoilé cette couverture en amont, c'est-à-dire avant la sortie du 4e numéro, tout le monde aurait su que la Flamme Noire, forcément, allait revenir dans la série. Donc, malin les bonhommes. Donc alors, ce numéro, bien, pas bien, mitigé, on va dire mitigé, aussi bien pour ce numéro que pour cette série, que pour cette année de publication, ou en tout cas pour l'ongoing, parce que, soyons honnêtes, voilà. C'est la fin de l'année, c'est le bilan, on se retire un doigt du cul, et on est honnête. Soyons honnêtes, le Hellboyverse a vraiment a vraiment brillé, sur ces séries parallèles, en fait. The Long Death, The Pickens County Horror, Exorcism, The Burning End, Caput Mortum, même à la limite, vas-y, The Prayer of Neferu, si tu veux, BPRD 48, tout ça, c'était vraiment excellent. Sauf peut-être The Prayer of Neferu, mais tout le reste était vraiment excellent. Et l'ongoing BPRD avec Russia, The Devil's Engine et The Return of the Master, enfin, vous m'excuserez, mais ça vole pas super haut, quoi. En début d'année, on nous a promis l'enfer, on nous a promis l'apocalypse. Donc oui, effectivement, l'apocalypse est bien arrivé. Mais pour arriver à ce dernier numéro, on s'est quand même tapé 2 grosses mini-séries, Devil's Engine et Russia, au cours desquelles il n'est strictement rien passé, si ce n'est qu'il y avait peut-être 1 ou 2 éléments par mini-série qui, entre guillemets, sauvaient l'eau. D'ailleurs, grosso modo, Russia, c'était l'arrivée de Yosif au sein du Hellboyverse, ou du Yosif 2.0, c'était le changement de combinaison de Johan Kraus. Pour The Devil's Engine, c'était la mise en application du plan de Zinko de ramener Rasputin sur Terre, et ce Return of the Master, c'est l'arrivée inattendue de la Flamme Noire. Et à contre-coup, donc bien sûr, de l'arrivée de la fin du monde sur la planète. Mais en dehors de ces éléments-là, enfin voilà, c'est pas palpitant, c'est pas excitant, ça vole pas haut, c'est plat, quoi. C'est plat, c'est lent, c'est mou du slip. Et vraiment, ce sont, ou plutôt sont été les séries dérivées qui ont vraiment tout défoncé. The Long Death en tête, The Pickens County Horror, comme j'ai dit, Exorcism et compagnie. Donc voilà, mitigé, mais on va y revenir au cours de cette review. Donc ce numéro débute là où s'était arrêté le précédent numéro, c'est-à-dire par l'arrivée
inattendu donc, de la flamme noire sur Terre, ou plutôt au sein des locaux de la Zinco Corp. Donc la flamme noire que l'on ne verra, c'est vraiment scandaleux, c'est vraiment honteux. Le précédent numéro s'était arrêté par une pleine page, vraiment la pleine page, mais c'est vraiment le choc quoi, la pleine page ultra stylée, stylisée à mort, une page coup de poing que tu te prends directement dans la gueule, la flamme noire, la vraie flamme noire. J'ai balancé un dossier sur le blog hier, où je parlais de ça, où je tentais grosso modo de théoriser sur les vraies origines et la vraie identité de la flamme noire. Donc quand on prend vraiment conscience, mais pleinement conscience de ce qu'est réellement la flamme noire au sein de la mythologie du Hellboyverse, on se dit putain le mec arrive, c'est pas le dernier des connards quoi, c'est pas le premier connard qu'on a trouvé au coin de la rue, qu'on a ramené dans la série, non non non, c'est un mec super méga important, qui remonte quasiment au début de l'humanité, si ce n'est encore plus loin. Et c'est juste ouf. Et le numéro d'après, donc première page, on retrouve la flamme noire. Donc le mec arrive, boum, tombe sur la grenouille, la fameuse grenouille qui n'arrête pas de demander à manger les souris. Rappelez-vous, c'était dans The Black Flame. Ça remonte hein, à l'époque Guy Davis, où on voyait donc Monsieur Pope à l'époque enfiler sa vieille combinaison pourrie de flamme noire, ce qui voulait se faire passer pour une flamme noire pour prendre le contrôle des grenouilles afin de les forcer ou de les pousser à invoquer un Kataem sur Terre afin de précipiter la fin du monde. Et on retrouve cette fameuse grenouille qui demandait donc toujours à manger les souris, qui parle notre langue grâce à son dispositif crânien là. Et la flamme noire le défonce, le pulvérise tout simplement. Donc là on sait bel et bien que ce n'est pas Monsieur Pope, puisque juste après, donc Masters, l'actuel président de Zinco, demande à la flamme noire mais Monsieur Pope, est-ce que c'est bien vous? Non, ce n'est absolument pas Monsieur Pope. Et au moment où la flamme noire débarque, des tremblements de terre surgissent absolument partout. Partout sur Terre. Kurtz demande à la flamme noire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là la flamme noire, donc la case c'est vrai qu'elle est quand même un peu stylée, se retourne et répond Everything happened. Tout est en train d'arriver, c'est la fin du monde tout simplement, et c'est ce que ce numéro va tenter de développer sur une vingtaine de pages qui ne servent strictement à rien, puisque à partir de là, ça va être un enchaînement de à New York, qu'est-ce qui se passe? Il y a des monstres qui arrivent. À Chicago, qu'est-ce qui se passe? Il y a des monstres qui arrivent. En France, qu'est-ce qui se passe? Il y a des monstres qui arrivent, et ça pendant 20 numéros. Non mais est-ce que les mecs étaient vraiment obligés de mettre ça pendant 20 numéros? On a compris que c'est la fin du monde, on a compris que partout sur la planète, des monstres géants sont en train d'arriver. T'es pas obligé de développer ça pendant 20 numéros, on n'est pas non plus complètement con. Arrête-toi, reviens au véritable, enjeu dramatique que tu nous as promis en amont de cette série, c'est-à-dire l'arrivée soit de Rasputin, soit de la flamme noire. Le problème, c'est que Rasputin, on le verra après, niette, et la flamme noire, là, on la voit plus. Enfin voilà, c'est typiquement ce genre de frustration qu'on se traballe depuis le début de l'année avec l'ongoing BPRD. Là, j'ai vraiment bien résumé le truc. Donc, c'est le bordel sur Terre, il y a des monstres qui arrivent partout. Le monstre qui était en stand-by depuis King of Fear, rappelez-vous, dans le désert, se meut de nouveau il bouge, et il se met même à pondre des œufs, l'enfoiré. Il pond des œufs là où il passe, donc on verra ce que ça donnera plus tard. Juste après, on revient en Norvège, donc avec notre groupe d'assaut du BPRD qui n'a mais strictement servi à rien. Du début jusqu'à la fin, les mecs sont vraiment restés au même point à zigouiller du monstre et du troll. Donc là, grosso modo, ce qui se passe, alors attention, regardez bien, Bane, The Dark Knight Rises, dédicace, regardez bien. Donc, nous avons nos gars du BPRD qui sont à deux doigts de se faire défoncer la gueule par des trolls géants. Rasputin se met en mode vénère, commence à invoquer des esprits. Là, on sent que c'est la fin pour nos gars, ils vont se faire bouffer, ils vont se faire défoncer, mais comme des merdes. Mais voilà, la flamme noire de l'autre côté de la planète, en Amérique, a provoqué la fin du monde. Des tremblements de terre arrivent absolument partout. Donc du coup, là, en Norvège, il y a une fissure dans la croûte terrestre qui arrive, mais pile sous les pieds du mec qui, à ce moment-là, on devine, est devenu Rasputin, a réussi à invoquer l'esprit de Rasputin. Donc, juste en dessous, le sol est en train de s'ouvrir et il se fait défoncer, mais vraiment, comme le dernier des moins que rien. C'est juste n'importe quoi. Pendant 4 numéros, on nous a, entre guillemets, indiqué subtilement que ce mec allait, contrairement à la Zinco Corp, réellement invoquer Rasputin sur Terre. Donc là, on s'imaginait tous, putain, mais t'imagines, genre, à la fin du 4e numéro, en tout cas, la flamme noire contre Rasputin. Non mais ça va juste être mais chambé de chez chambé. Et le mec, de la même manière que Bane à la fin de The Dark Knight Rises, spoil alert,
d'un point de vue scénaristique je parle, hein, où on apprend qu'entre guillemets Bane c'est juste un laquais, enfin je veux dire c'est une biatch et le vrai Mac dans l'histoire malheureusement pour nous c'était Marion Cotillard, et à partir de ce moment où on comprend que le mec ne sert strictement en fait à rien, que c'est pas lui le vrai machin, il se fait exploser comme une merde par Anna Tawai sur la bécane de Batman. Là c'est le même procédé, à partir du moment où on sait que Rasputin n'a pas débarqué sur Terre à la Zinco Corp, que le vrai méchant c'est la Flamme Noire, bah là Rasputin entre guillemets ne sert plus à rien, donc on le tue. On le tue en 3 cases, mais d'une manière mais complètement mais surréaliste. Le mec il est là, il invoque des pouvoirs, la croûte de terre est sourde, il se fait pulvériser. Voilà, merci d'être passé, c'était vraiment super sympa. You'll just have to imagine the fire. Et donc juste après, bah, ce qui devait se passer, ce qui se passe plutôt dans le monde, bah, arrive également en Norvège, c'est-à-dire qu'un monstre géant montre le bout de sa truffe. Donc là, vraiment, le monde à ce moment-là, de la même manière que dans King of Fear, Seattle et compagnie, ça redémarre, encore une fois, des monstres géants, donc ce qu'on devine être des Ogdru M, attaquent toutes les grandes villes de la planète, donc au sein du BPRD, bah c'est le bordel, hein. Kate Corrigan là est en mode nom de Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer, tout le monde est en train de devenir fou, et on voit même un mec, oh, bah, mon Dieu, on va tous mourir, mais heureusement Kate est une femme forte, et je l'aime Kate pour ça, qui avec Panya bah, se barre à ce moment-là, elles s'en vont, et on ne sait pas trop pourquoi, parce que les communications sont brouillées, a priori, et Kate quitte la salle de commande avec Panya, afin de dire, bon bah on va tenter de... on va voir ce qu'on peut faire, mais on y va toutes les deux. Et à ce moment-là, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'Utah, donc pareil, l'Utah, on nous montre la ville de l'Utah être complètement pulvérisée par un monstre. Et alors, attention, parce que là, c'est vraiment un des trucs qui sauve ce numéro, qui sauve cette série, et qui, comment dirais-je, rattrape le lecteur du Hellboyverse qui aurait tendance à ce moment-là, on va dire, d'une année de publication pas top, donc qui aurait tendance à ce moment-là à vouloir quitter le Hellboyverse, à vouloir passer à autre chose, à commencer à lire du New 52, la honte, l'archuma les mecs. À ce moment-là, ce qui se passe, donc regardez bien, il y a une ambulance, on voit une ambulance quitter la ville, avec donc 2 ambulanciers à l'intérieur qui sont en train de parler autour d'un blessé, on devine à ce moment-là, un blessé. Et au moment où le blessé se réveille, l'infirmière, l'ambulancière, on va dire, dit à cette personne, donnez-moi votre nom, qui êtes-vous? Et on voit un visage complètement tuméfié qui ne ressemble à rien. Alors aussi bien ce visage ne ressemble à rien parce que bah, la personne est tuméfiée, on le voit, mais aussi parce que c'est Tyler Crook qui dessine. Ouais, je sais, je suis une pute, mais là franchement pour le coup il le mérite. Et cette personne répond Liz Sherman. Liz Sherman est enfin de retour au sein du Hellboyverse, et son retour, bah, très sincèrement, personne n'imaginait Liz Sherman revenir dans la série avec cette gueule-là et dans de telles conditions. C'est juste, mais surréaliste. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, mais c'est juste complètement dingue. Donc, bah, réponse dans les prochaines séries, savoir ce que son voyage d'ermite lui aura réservé, mais là, en attendant, The Shock, on va dire. Donc, juste après... Autre endroit, le Colorado, où on nous montre cette fois-ci Phoenix, où en fait on fait grosso modo un check-up de chaque personnage dans un contexte bien précis qui est la fin du monde. Donc Phoenix a réussi à s'en sortir in extremis grâce à ses pouvoirs de divination, puisque le mec qui l'escorte, lui, nous apprend en tant que lecteur que c'est elle qui lui a dit de quitter la ville, que ça allait très très mal se terminer, et que donc il a quitté la ville, et il la remercie pour ça, et donc on voit les deux s'en aller, voilà, et Phoenix, on la verra plus du numéro, donc... Bah, on verra ça l'année prochaine, du coup, pour le retour du Phoenix. Et enfin, le dernier point, bien sûr, le dernier endroit sur Terre qui nous intéressait vraiment, Moscou, dans le QG du SSS. Alors, du coup, bah pareil, c'est le bordel, un énorme monstre avec des chicots super bizarres qui mangent des bâtiments et qui se fait percuter la tête par des avions de chasse. Donc, Moscou en très très mauvaise posture. Et donc, on voit dans le QG du SSS un haut dignitaire rentrer, faire irruption dans le bureau de Yossif, afin de lui dire, de lui rappeler que le pays est en train de se faire ravager par des monstres et que ce serait sympa que Yossif vienne voir le président parce que le président exige sa présence. Ce à quoi Yossif lui envoie une grosse baigne dans la gueule, lui éclate la tête contre un mur et lui répond je n'ai rien à faire du côté du président, si le président veut me voir, il n'aura qu'à venir, alors, attention la phrase est vraiment choc, il n'aura qu'à venir me voir et se mettre à genoux devant moi. Donc à ce moment-là, est-ce que le personnage est en train de péter un câble, en train de montrer sa vraie nature? On ne sait pas, on verra plus tard. Mais il envoie chier le gars, grosso modo, et il explique à notre général que à partir de maintenant, ce monde, donc ce monde qui est en train de se faire ravager par des monstres, est son monde. Et ce à quoi Varvara, qui est toujours sous cloche dans son bureau, répond
ton monde, point d'interrogation, et elle se met à se marrer comme une baleine. Donc, à ce moment-là, le discours est assez ambigu. Est-ce que moi, je suis persuadé que Yosif est un mec bien. Moi, j'en suis persuadé. C'est un mec bien. C'est un mec qui essaye juste de faire son taf, de vraiment combattre le paranormal et de combattre les forces auxquelles il a été confronté dans le sous-marin de The Abyssal Plane. Même si on sait que le gouvernement russe et le SSS, donc Varvara, son ancien boss, lui a vraiment mis à l'envers et est responsable de sa condition aujourd'hui. Moi, je reste persuadé que c'est un bon mec, c'est un mec bien. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai compris lorsqu'il dit « ce monde est mon monde dorénavant », c'est pas genre « le monde est détruit, donc je vais pouvoir maintenant dominer le monde », mais c'est que, grosso modo, ce monde correspond à son microcosme à lui, quoi. C'est le chaos, c'est le bordel, et à partir de maintenant, il va pouvoir, entre guillemets, arranger les choses. Il va vraiment pouvoir faire son taf et se mettre en avant en tant que agent du bien, on va dire. Moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai compris, donc attendons plus tard de voir ce que ça voulait vraiment dire. Ça se trouve, ce mec est vraiment le dernier des enfoirés, mais sincèrement, je pense pas. Juste après, on revient en Norvège. Parce que oui, rappelez-vous, nos gars du BPRD qui ne sont donc pas morts, qui avaient donc des cartouches illimitées, parce que, point intéressant, les mecs depuis le début de la série, ils sont juste venus avec des flingues, avec des chargeurs dans les poches, mais depuis le début de la série, tout ce qu'ils font, c'est tirer sur des mecs, et les mecs, pas de problème de chargeur, pas de problème de munitions. Hein. Ils ont dû faire un code, je pense, avec la manette de la PS3 juste avant de venir. Donc la grosse bestiole qui était apparue sous leurs pieds, donc est en train de se déplacer, et on ne sait pas d'où ça vient, mais là attention, page choc. La bestiole se fait percuter la tête par un énorme missile qui lui rentre en plein dans la gueule. Donc là les mecs du BPRD se disent ouais ça y est, les renforts sont arrivés, les troupes sont arrivées, mais tiens il me semblait qu'on nous avait dit que du fait que c'était les Highlands, des hélicoptères ne pouvaient pas naviguer. Bah oui, parce que y a grosso modo des rochers de partout, il y a de la brume de partout, et c'est pas possible de naviguer en hélico parce que t'as une chance sur deux de te prendre une caillasse dans la tête. Et on entend donc à partir de là whoop 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 whoop, donc on devine le nomatopée d'un rotor d'hélico en train de tourner. On tourne la page et attention le choc visuel. Un énorme engin, une énorme forteresse volante topée du logo du SSS apparaît devant eux. Ce genre de truc mais vraiment complètement fucked up à la rencontre du troisième type. Donc pour les mauvaises langues qui se diraient ouais genre les mecs ont voulu surfer sur The Avengers, c'est la forteresse volante, non absolument pas. Rappelez-vous les mecs, rappelez-vous dans BPRD King of Fear, donc qui sortira en janvier chez Delcourt, donc le roi de la peur, mais dans King of Fear, Liz Sherman à un moment donné était amené par Memansa à avoir une vision ou une hallucination, et à ce moment là en fait on ne savait pas si c'est une hallucination ou une vraie vision de l'avenir, mais sa vision c'était quoi? C'était donc une ville complètement ravagée avec un énorme engin complètement surréaliste, quoi, une espèce d'énorme forteresse volante écrasée par terre, et même Liz Sherman à ce moment-là disait à Memansa, mais cette vision n'est pas réelle puisque le BPRD ne bénéficie pas de cette technologie aujourd'hui. Et Memansa lui répond mais je t'ai pas dit que cette vision c'était aujourd'hui, cette vision c'est plus tard, donc plus tard vous aurez cette technologie. Et le truc, donc on pouvait toujours se dire ouais réel, pas réel, bon on savait pas trop à ce moment-là, même si au sein même du vaisseau, ce que Liz Sherman rentrait dans cette forteresse volante, elle y trouvait une photographie donc de Hellboy habillé façon BPRD avec la date 2012 je crois dessus, donc par contre là pour le coup ouais je pense que c'est plutôt une hallucination, mais il y avait surtout une autre photo très intéressante qui était l'évolution future de l'Ape Sapien, puisque l'Ape Sapien est actuellement en train de muter. Et cet objet volant, ce que je voulais dire, j'avais même fait un article il y a 3 mois sur le blog, dans la galerie sketchbook du volume en question, donc on voyait tous les croquis dessinés par Guy Davis pour cet engin, donc preuve que l'engin a été travaillé du début à la fin, mais vraiment le plus important et ce qu'il fallait surtout retenir, c'était que à la fin de Russia, de BPRD Russia numéro 5, la toute dernière page où on voyait Yosif s'adresser à Varvara en lui disant je sais plus quoi, puis de toute façon on s'en fout, derrière lui, accroché à un mur, un plan technique du vaisseau en question. Et donc moi je vous avais dit dans cet article que du coup ce vaisseau existe bien, existera bien plus tard, et que ce vaisseau serait donc russe. C'est une technologie russe que le BPRD récupérera plus tard, et c'était donc à la fois une manière d'annoncer les avancées technologiques futures du BPRD, et également une manière d'officialiser le rêve, la vision qu'a fait Liz Sherman en disant que cette vision est vraie, puisqu'elle a vu un engin qui existera plus tard. Et l'engin, le voilà, on est en plein dedans, on a un pied dans le futur, il est juste magnifique, une puissance de feu, mais des canons partout, des missiles partout, un héliporteur géant, un porte-avions géant, c'est juste pour ça que j'aime le BPRD, et c'est, voilà, un des rares trucs du numéro qui envoie grave sa race quand même.
Donc voilà, c'était tout pour moi, pour ce numéro, donc mitigé, pas pourri, parce qu'il y a quand même des trucs très intéressants, la fin du monde arrive, donc vivement les prochains numéros qu'on sache comment ils vont gérer ça. Il y a la flamme noire qui est toujours là, même s'ils l'ont pas développé, je trouve ça dommage, mais la flamme noire est belle et bien là, et on sait que ce n'est pas Monsieur Pope, mais bien la flamme noire, donc ça c'est quand même kiffant. Liz Sherman est revenu, c'est super kiffant, et le porte-avions géant russe a fait son apparition, et ça c'est juste kiffant. Donc même si entre temps il se passe rien, et que depuis le début de l'année, très sincèrement, il s'est pas passé grand chose au sein même de l'ongoing BPRD, voilà, il y a quand même 2-3 éléments sur lesquels se raccrocher et qui ravivent la flamme du fanboy qui sommeille en moi, puis j'espère aussi en vous, que je sois pas seul. Et qui donc me laisse dire pour terminer, 2012 pas top, mais quand même sympa, oui je sais je suis optimiste, et puis vivement 2013, hein, ma foi, vivement 2013, et en attendant, si c'est pas la fin du monde demain, prenez soin de vous, et puis à la prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao les mecs, salut!